D'abord, bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour la deuxième partie de cette table ronde que l'Institut Curie, centre de référence pour plusieurs cancers de l'enfant, a voulu vous proposer dans le cadre de la Journée internationale des cancers de l'enfant le 15 février. 80% des cancers de l'enfant sont actuellement guéris, mais pour parvenir à guérir plus et à guérir mieux les cancers de l'enfant, scientifiques et médecins unissent leurs efforts pour avancer dans la compréhension des cancers de l'enfant, pour disposer de nouveaux traitements plus efficaces, mais aussi entraînant moins d'effets secondaires, moins de séquelles. Autant d'avancées et d'espoirs qui sont soutenus avec force par les associations, par les parents. Alors, pour répondre à vos questions et puis vous éclairer sur les orientations de la recherche en oncopédiatrie et sur les nouveaux traitements, je vous présente nos participants. Le professeur Olivier Delattre. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes le directeur du centre de recherche du CIREDO et Anne Herbert, présidente de l'association Les Bagous à Manon. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Le professeur François Dose, directeur adjoint à la recherche clinique et à l'innovation du CIREDO. Bonjour. Bonjour. Vous interviendrez avec Patricia Blanc, présidente de l'association Imagine for Margot. Oui, bonjour. Bonjour. Le docteur Gudrun Schleiermacher, responsable de l'équipe de recherche translationnelle en oncologie pédiatrique de l'Institut Curie. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Gudrun Schleiermacher, Anne Gouin, présidente de l'association Hubert Gouin, Enfance et Cancer. Bonjour à tous. Et enfin, le docteur Franck Bourdeau, pédiatre oncologue et chercheur du CIREDO. Bonjour. Professeur Olivier Delattre, d'abord, très succinctement, le CIREDO, en quoi cela consiste? Alors, le CIREDO, ça veut dire soins, innovation, recherche en oncologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Ce centre a été créé il y a maintenant près de 4 ans avec l'objectif de rapprocher la clinique et la recherche dans ces différentes dimensions dont nous parlerons, parce que, comme vous l'avez souligné, on est à une époque formidable puisque 80% des enfants sont guéris, mais les enfants sont guéris souvent au prix de séquelles importantes, mais 20% des enfants ne sont pas guéris. Et on sait que les progrès viendront d'une interaction forte entre la recherche et le soin. Et peut-être introduire les différentes dimensions de la recherche fondamentale, la recherche translationnelle. Voilà, donc la recherche fondamentale, c'est une recherche qui s'intéresse aux mécanismes de développement, et en l'occurrence pour les cancers de l'enfant, de mécanismes du développement d'un cancer de l'enfant. C'est une recherche qui est une recherche de laboratoire, qui nécessite et qui bénéficie énormément d'un environnement scientifique très structuré, comme celui qu'on peut avoir à l'Institut Curie, avec un panel de plateformes technologiques formidables, et puis avec un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en oncologie pédiatrique, mais qui peuvent nous transmettre leur expertise, leurs connaissances, les concepts dans d'autres spécialités des sciences du vivant. Un exemple pour nous de recherche fondamentale, c'est un certain nombre de gènes très importants dans le développement du cancer de l'enfant qui ont pu être identifiés au laboratoire. De l'autre côté, il y a la recherche clinique, alors qui, elle, est directement en lien avec le patient, avec l'enfant, et dont l'objectif est de pouvoir améliorer directement le traitement en testant, par exemple, une nouvelle molécule dans une pathologie donnée pour voir si on peut apporter un nouveau bénéfice pour le traitement de cet enfant. Pour cette recherche clinique, François Dose en parlera bien sûr bien mieux que moi, mais l'aspect de la disponibilité des médicaments pour les cancers de l'enfant est majeur. La plupart des médicaments sont initialement développés
pour des pathologies de l'adulte. Et il est absolument essentiel que les dispositions législatives, entre autres, puissent permettre un accès aux enfants à ces médicaments. Et puis, je dirais un peu entre les deux, il y a la recherche translationnelle. Et la recherche translationnelle, comme son nom l'indique, c'est une recherche bidirectionnelle et c'est une recherche qui va de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il peut prendre une idée du laboratoire de recherche, une possibilité thérapeutique, un nouveau dispositif diagnostique, un nouvel biomarqueur, et puis d'aller directement le tester en clinique. Et puis, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire que la recherche translationnelle peut être aussi de prendre, par exemple, un patient qui répond de façon exceptionnelle à un médicament et d'essayer d'aller comprendre pourquoi cet enfant, pourquoi la tumeur a répondu de cette façon-là. Donc, dans CIREDO, on essaye de regrouper tout ça pour essayer de diminuer au maximum le temps entre ces différentes étapes. Mais pour faire reculer les cancers de l'enfant, pour augmenter les taux de guérison, on se heurte au fait qu'il y a de très nombreux types de cancers de l'enfant. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a environ, probablement, au moins une centaine de types différents de cancers de l'enfant qui peuvent être regroupés en différents groupes, comme par exemple les leucémies. Mais on sait par exemple que les leucémies, il y en a beaucoup de différentes. Les neuroblastomes, il y en a beaucoup de différentes. Les médulloblastomes. Donc, au total, on a probablement affaire à une centaine de maladies différentes. Certaines peuvent toucher plusieurs centaines d'enfants par an en France, et d'autres sont encore plus rares et ne touchent que quelques enfants par an en France. Et ça me permet de D'où l'importance d'arriver un à aspect comprendre qui est très important, qui est la dimension internationale, je dirais quasiment obligatoire, de la recherche sur les cancers de l'enfant, qui sont des cancers rares, et il faut absolument des alliances internationales pour avancer. Et d'ailleurs, l'Institut Curie vient d'annoncer qu'elle va mettre en œuvre une structure dans ce sens. Alors, il y a effectivement à l'Institut Curie, surtout au point de vue de la recherche clinique, pour développer ces essais dont je parlais au niveau international, une prise en compte de cette dimension très importante en oncologie pédiatrique et pour nous aider à participer et à mettre en place ces essais internationaux. Alors, mettre en place ces essais internationaux pour avancer bien sûr plus vite et pour avancer dans la compréhension au niveau de la recherche fondamentale, par exemple pour mettre en évidence les altérations génétiques, comme vous l'avez fait pour l'altération ALK. Voilà, peut-être je peux répondre, bien sûr, mais Gudrun sera encore mieux placée que moi pour répondre. Donc, effectivement, cette altération, on l'a découverte grâce d'ailleurs aux associations qui sont présentes aujourd'hui. Il y a maintenant une douzaine d'années. Justement, parce que Madame Herbert évoquera son soutien à ces travaux. Bien sûr. Et donc, vous voyez le temps, donc ça c'est la découverte fondamentale, c'est la recherche fondamentale, et maintenant, et Gudrun pourra en parler, ça y est, les inhibiteurs donc de ce récepteur rentrent en clinique et rentrent en première ligne du traitement des neuroblastomes. Mais effectivement, vous avez signifié la première étape, si je puis dire, à travers vos travaux, et des travaux, Anne Herbert, que votre association a soutenus. Oui, tout à fait, exactement. En fait, notre partenariat avec le laboratoire d'Olivier Delattre et CIREDO existe depuis maintenant 16 ans. Et effectivement, il y a 12 ans, nous avons participé à la recherche sur ALK. Bien évidemment, pas seul. Il y avait d'autres associations à nos côtés puisque le financement était très important. Mais effectivement, vous avez, depuis la création de votre association, versé, si je puis dire, des sommes conséquentes pour soutenir la recherche. Alors, en 15 ans, puisque les chiffres sont arrêtés à nos 15 ans pour l'instant, donc à l'année dernière, nous avons reversé en tout 550 000 € à la recherche.
et principalement à l'Institut Curie à hauteur de 80% de ces sommes-là. Pour vous, ce soutien à la recherche, c'est quelque chose de déterminant, Madame Herbert? Oui, parce qu'à l'époque où Manon a été diagnostiquée, c'est-à-dire il y a 23 ans maintenant, la recherche en oncopédiatrie existait, mais n'était pas du tout là où elle en est aujourd'hui. Et je ne voulais pas que le décès de Manon soit vain. Et j'ai appris avec beaucoup de joie, en fait, au milieu de ma détresse de maman désenfantée quelques années plus tard, que les données biologiques de Manon, qui a été suivie par le professeur Yves Perel à Bordeaux, avaient été transmises à l'Institut Curie pour participer à la recherche fondamentale. Et quand je vois les avancées qui ont été faites, en particulier sur le neuroblastome, je suis très fière de dire que fière et heureuse de savoir que vous y avez contribué avec votre association. Oui, et que ma fille également y a contribué avec ses données biologiques. Professeur Delattre, ce soutien des associations à la recherche, et je dis recherche fondamentale, clinique et translationnelle, ce soutien des associations, c'est fondamental aussi pour vous. Ah, c'est absolument crucial. Peut-être pour vous dire un peu comment fonctionne la recherche. Donc, moi, je suis directeur d'une unité de recherche INSERM. Et donc, à l'INSERM, la création d'une unité repose sur une évaluation qui a lieu environ tous les 5 ans, qui est une évaluation très étroite, faite par des collègues étrangers qui viennent pendant souvent 2 jours écouter nos différents projets, discuter avec nous et puis transmettre une évaluation finale sur la qualité de la recherche. Et donc, quand cette évaluation se passe bien, l'unité de recherche est créée, mais elle est créée avec très, très peu de moyens. C'est-à-dire que c'est un label, une unité de recherche, c'est un peu de crédit de fonctionnement, de l'ordre de 15% en fait de ce dont on a besoin, mais les 85% autres, il faut aller les chercher auprès de l'Europe, auprès de l'INCa, et les associations, là, ont un rôle absolument déterminant. Le soutien des associations, mais vous me disiez aussi, quand on a préparé cette table ronde, leur pression, ça aussi c'est important. Alors, je dirais, c'est à la fois leur pression et ce que j'appelle souvent leur compagnonnage. C'est-à-dire que quand je prends notre compagnonnage avec Anne depuis 16 ans, chaque année, Anne vient nous remettre un financement et chaque année, on la reçoit et on lui expose les progrès avec son équipe, les progrès qui ont été faits. Et il y a vraiment une intrication extrêmement forte entre les chercheurs et les personnes de l'association. Et pour les membres du laboratoire, qui souvent sont là, les étudiants, les post-docs, les ingénieurs, les techniciens, cette interaction est une motivation extraordinaire. À chaque fois, quand on a ces réunions, les gens ressortent avec de l'énergie à en revendre. Alors, vous avez évoqué cette motivation, mais il y a aussi une chose importante que Madame Herbert a évoquée à travers le cas de sa fille et l'utilisation des données qui ont été faites, c'est la mise en commun des données nationales, au niveau international, et qui peuvent permettre là de faire des progrès considérables dans la compréhension des mécanismes des cancers, dans la mise au point de nouveaux traitements. Alors, les dimensions de la cancérologie, mais je pense que Patricia Blanc sera intéressée aussi d'intervenir sur cet aspect-là. Il y a bien entendu le chercheur qui est important. Il faut que le chercheur soit créatif, soit bosseur et envie de faire progresser les choses. Et c'est quand même une dimension très importante en oncologie pédiatrique, d'amener en oncologie pédiatrique des gens avec ce profil. Et puis une deuxième dimension, je le soulignais, c'est la collaboration nationale et la collaboration internationale, et en particulier notre capacité à mettre ensemble les données pour que, comme c'est des
cancer rare par définition, on puisse avoir une masse suffisante de données pour pouvoir en tirer un certain nombre de conclusions et d'informations sur la pathologie qu'on étudie. Donc cette dimension base de données est absolument cruciale. Mais ce n'est pas simple. Ça pose quantité de problèmes aussi. Alors, des problèmes de confidentialité notamment. Alors, ça pose des problèmes, bien entendu, de confidentialité, d'anonymisation des données. Ça pose des problèmes techniques aussi, puisque chaque institut peut avoir sa propre façon d'archiver les données. Et donc, quand on veut arriver à l'interopérabilité, il y a toujours une question qui est compliquée, qui est de comment on rend interopérables des choses qui ont été construites dans des architectures informatiques différentes. Il peut y avoir des aspects qui sont les politiques propres de chacun des instituts, et que dans une base de données, chacun in fine puisse y trouver son compte, sa place, hein, c'est-à-dire celui qui a organisé la base de données, mais aussi les différents instituts qui ont apporté des informations dans cette base de données. Donc, effectivement, il y a beaucoup de complexité, mais progressivement, on y arrive. Les choses avancent. Ouais. Anne Herbert, on a évoqué votre soutien à la recherche et cette table ronde est plus spécialement axée sur la recherche, mais je voudrais quand même, en 2 mots, évoquer votre soutien aussi à ce qui vous tient très à cœur, c'est-à-dire les soins de support, les soins de soutien pour les jeunes, les enfants atteints de cancer. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un nouveau projet qui est apparu en 2020. En partenariat avec l'association AIDA, et c'est clairement quelque chose qui me tient vraiment très très à cœur, puisqu'il y a 19 ans, Manon a pu en bénéficier grâce à une équipe de soins palliatifs mobiles absolument exceptionnelle en province, dans un petit hôpital de périphérie à Saintes. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important à développer largement auprès des enfants, des ados et des jeunes adultes atteints de cancer. Et donc voilà, c'est un nouveau projet que l'on finance en dehors de la recherche, sachant que le financement de la recherche fondamentale est notre fer de lance, et que financer les travaux de CIREDO et ceux identifiés par le conseil scientifique de la SFCE sont pour nous très importants. Financer Curie est très important parce que justement, comme l'a évoqué Olivier tout à l'heure, l'unité INSERM qu'il dirige et CIREDO sont évalués tous les 5 ans, donc c'est gage de confiance totale. Et ça, c'est important aussi vis-à-vis de nos soutiens qui sont institutionnels ou nos donateurs particuliers, parce que ça doit être fait comme ça, et c'est comme ça que c'est fait. Merci à tous les deux pour cette image du partenariat qu'on va continuer d'évoquer avec le professeur François Dose, qui est directeur adjoint à la recherche clinique et à l'innovation du CIREDO, et avec Patricia Blanc, présidente fondatrice de l'association Imagine for Margot. Patricia Blanc, la semaine dernière, le plan cancer a décrété la mobilisation pour faire reculer les cancers de l'enfant. Qu'est-ce que vous en attendez de cette mobilisation? Qu'en espérez-vous? Bonjour et merci pour votre invitation à cette table ronde. Alors, on attend beaucoup de choses de cette stratégie décennale pour le cancer en France qui a été publiée la semaine dernière. D'abord parce que dans un collectif d'associations qui s'appelle Gravi, nous sommes beaucoup mobilisés auprès de l'INCa et des parlementaires pour qu'il y ait des mesures dédiées au cancer pédiatrique dans cette stratégie décennale. Et effectivement, il y a une section qui est dédiée.
Et il est même indiqué que les cancers de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte faisaient partie des priorités de cette stratégie décennale. Il est indiqué aussi que les objectifs pour les cancers pédiatriques étaient de guérir plus et de guérir mieux, ce qui est très important, hein, d'aller s'attaquer aux maladies qu'on ne sait pas guérir aujourd'hui et pour lesquelles ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'augmentation du taux de guérison. Donc ça, c'est une première chose. Mais aussi, bien sûr, guérir mieux parce que les 80% d'enfants qui guérissent doivent avoir moins de séquelles et pouvoir vivre une vie d'adulte la meilleure possible. Donc bien sûr. Ça, c'est les objectifs de cette partie-là, avec aujourd'hui des premiers éléments qui sont dans la feuille de route qui a été publiée, qui commencent à être détaillés. C'est des mesures à la fois sur la recherche, la qualité de vie, l'amélioration de l'accompagnement et de la qualité de vie. Et donc, ces mesures-là, nous, on va les suivre particulièrement hein, parce qu'on a besoin de savoir quelles vont être les mesures très concrètes qui vont être mises en place. Et on espère aussi que les associations vont être associées à ces mesures concrètes et au suivi opérationnel de ces mesures. Et une dernière chose, c'est le budget. Quel budget va être alloué à la pédiatrie? Il faut savoir qu'il y a une loi sur laquelle aussi le collectif Gravir s'est mobilisé fortement, qui date de mars 2019, qui indique que dans la stratégie décennale, il doit y avoir un budget dédié au cancer pédiatrique. Et aujourd'hui, on attend de savoir quel va être ce budget. Donc, ça va être la deuxième chose sur laquelle on va se mobiliser. Mais déjà très satisfait de cette première stratégie décennale qui fait écho aussi au plan cancer européen, premier plan cancer européen dans lequel il y a aussi une partie dédiée à la pédiatrie et sur lequel l'association Imagine for Margot s'est particulièrement mobilisée aussi. Alors justement, vous évoquez l'Europe et avec votre association Imagine for Margot, vous vous êtes allié à d'autres associations en Europe pour, si je puis dire, réunir vos efforts, booster encore plus votre soutien à la recherche avec des appels à projets européens. Oui, oui, tout à fait. Je crois que c'est à la fois en termes de mobilisation, on se met ensemble avec d'autres associations en France et en Europe, mais aussi pour la collecte de fonds. Aujourd'hui, l'association depuis 10 ans, hein, c'est la 10e année cette année que nous sommes créés. Nous avons mis 11 millions dédiés à la recherche sur les cancers pédiatriques, mais ce qu'on voulait faire, c'est s'allier avec d'autres pour aller encore plus loin. Et donc, nous avons créé en 2020 un appel à projet européen qui est assez inédit, qui regroupe trois associations, une en France, au Luxembourg et en Belgique. Ça s'appelle Fight Kids Cancer. Et ensemble, en fait, on a créé un premier événement qui s'appelle la course enfants sans cancer, qu'on a dupliqué maintenant en Europe, en Belgique et au Luxembourg. Et on met en commun nos fonds pour les dédier à cet appel à projet avec ces 3 millions d'euros qu'on a fait pour la première fois cette année. Il y a 2 projets sur 6 qui étaient de l'Institut Curie, qui ont été sélectionnés par des experts indépendants et un comité scientifique international. Et le deuxième appel à projet est en cours avec encore 3 millions d'euros. C'est vraiment une mobilisation des associations en Europe pour attirer des fonds, les meilleurs projets et montrer aux chercheurs qu'on va les accompagner sur la durée pour les aider à guérir plus et mieux les enfants. Alors, pour guérir plus, pour guérir mieux et en développant les essais précoces, c'est votre souhait? Oui, c'est donner accès à l'innovation thérapeutique, aux nouveaux traitements. Il y a énormément d'innovation aujourd'hui dans le monde de l'adulte. Et les cancers de l'enfant étant des cancers rares, les industriels aujourd'hui se mobilisent beaucoup moins sur les cancers de l'enfant, donc la recherche académique est très importante, mais aussi il faut récupérer tous ces nouveaux traitements et ces molécules les enfants doivent y avoir accès le plus rapidement possible et pas attendre 5 ou 10 ans qu'on ait développé chez l'adulte pour que les enfants y aient accès. Donc, c'est vraiment les essais précoces, de phase précoce, sont très importants pour nous et on les finance très fortement.
Professeur Dose, alors on va peut-être avec vous relativiser les propos de Patricia Blanc pour dire que certes, au regard des associations et des familles, les progrès ne vont jamais assez vite, mais il y a des progrès néanmoins concernant la recherche clinique et les essais précoces. Oui, alors je pense que en fait, je suis totalement sur la même longueur d'onde que Patricia. Si vous voulez, les progrès thérapeutiques des dernières décennies en cancérologie pédiatrique ont surtout été marqués par l'allègement thérapeutique et la diminution des séquelles post-traitement dans les maladies de bon pronostic. Et ce sont des pas majeurs de progrès médicaux dans ce domaine. Par contre, il faut reconnaître… Avec des séquelles beaucoup moins importantes. C'est ça, on a pu réduire la toxicité liée au traitement et donc réduire les séquelles post-thérapeutiques. Par contre, il faut reconnaître que les tumeurs à haut risque restent aujourd'hui des tumeurs à haut risque. Les progrès thérapeutiques sont beaucoup plus lents dans les 2 dernières décennies dans les tumeurs à haut risque que ceux que je viens de décrire dans les tumeurs de bon pronostic. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a effectivement une nouvelle donne en cancérologie sur le développement précoce de nouveaux médicaments, que ce soit des traitements dits ciblés, la médecine de précision, que ce soit les différentes dimensions de l'immunothérapie, les thérapeutiques de domaine épigénétique, etc. Tout ceci est très très récent et l'application précoce dans leur développement aux enfants dans le cadre de recherche clinique est absolument fondamentale et c'est le but que soutient Patricia Blanc et l'association Imagine for Margot et donc les associations partenaires en Europe et c'est absolument essentiel. Ça a beaucoup changé la donne dans les dernières années. Mais l'attitude des firmes a néanmoins évolué. Tout évolue en parallèle. L'attitude des firmes a évolué parce que la loi a évolué, aussi parce que les partenaires académiques, mais également les associations de parents ont fait du lobbying politique au niveau des parlements nationaux et européens. Et la même chose se passe également outre-Atlantique. Et tout évolue effectivement dans le même sens, qui fait que les industriels sont à la fois contraints d'une certaine manière et incités également par des mesures de protection de brevets à devoir faire des études précoces en cancérologie pédiatrique. Mais qui dit recherche clinique, dit nouveaux traitements. Vous évoquiez en quelques mots les thérapies ciblées. Il y a des progrès, il y a des résultats très significatifs déjà qui sont enregistrés. Oui, alors je voudrais d'abord replacer le contexte. Recherche clinique ne signifie pas seulement nouveau traitement. Une recherche clinique peut être justement de diminuer la pression d'un ancien traitement pour diminuer les séquelles. Donc, c'est aussi de la recherche clinique que de pouvoir désescalader les traitements et protéger les enfants de ces effets tardifs. Mais effectivement, en ce qui concerne les essais précoces, eh bien, si on prend l'exemple de la médecine de précision, effectivement, il y a aujourd'hui des exemples très concrets qui ont déjà clairement amélioré le pronostic de certaines maladies. Tout à l'heure, Olivier Delattre a mentionné, et en mentionnant également les travaux de ses partenaires, Gudrun Schleiermacher et Isabelle Janouex, les inhibiteurs de ALK dans des formes graves de neuroblastome. Donc, ça a été d'abord testé à la rechute et ça va maintenant être évalué en première ligne. Eh bien, il y a d'autres exemples comme ça de médecine de précision qui ont bouleversé les modalités thérapeutiques de certains cancers de l'enfant. Et également aussi les inhibiteurs de NTRK. Alors, c'est l'un des exemples les plus spectaculaires, effectivement, c'est-à-dire que des cancers très rares, à la fois chez l'adulte et chez l'enfant, sont caractérisés par un marqueur génétique tumoral avec une fusion impliquant les gènes NTRK. Et le développement de ce médicament, de ces médicaments, et en particulier du premier inhibiteur très sélectif de NTRK qui est le larotrectinib, a été exemplaire parce qu'il a été en fait à la fois mené chez l'enfant, y compris très jeune, c'est des tumeurs souvent affectant des nourrissons qui ont des fusions de NTRK, donc chez l'enfant et chez l'adulte,
Et dès les premiers développements, on a pu constater des réponses tumorales tout à fait inespérées chez des enfants en situation de phase réfractaire de leur maladie avec les traitements classiques. Donc là, ce développement qu'on a appelé agnostique, c'est-à-dire quel que soit le type tumoral et finalement quel que soit l'âge, est tout à fait exemplaire et c'est un nouveau tournant dans le développement des anticancéreux en cancérologie pédiatrique. Ceci dit, il faut être également réservé et mesuré parce que certaines tumeurs qui ont ce marqueur moléculaire NTRK ont également un bon pronostic lorsqu'elles sont traitées par des traitements classiques. Et bien sûr, par définition, un nouveau traitement, même s'il est très efficace, on en méconnaît totalement les effets secondaires à long terme. Donc, un nouveau traitement, même très efficace, doit être développé dans le cadre d'essais cliniques et avec une surveillance au long terme d'emblée. Mais ces inhibiteurs de NTRK, ce larotrectinib, Patricia Blanc, il a pu bénéficier à des enfants grâce à vous, si je peux dire, grâce à votre association, ou plutôt grâce au programme que votre association a soutenu. Oui, en fait, ce programme s'appelle MAPIACT et on a à cœur aussi que les enfants qu'on puisse mieux comprendre les tumeurs des enfants. Et ce programme MAPIACT qui a démarré avec un soutien de l'État au départ, puis de nous et de la Fondation ARC, était de pouvoir analyser mieux les tumeurs des enfants qui sont en rechute ou en échec thérapeutique, de manière à trouver des anomalies et, après avoir identifié ces anomalies-là, pouvoir mettre les enfants dans les essais cliniques appropriés. Et c'est comme ça qu'il y a 600 enfants, je crois, 580, je crois, qui ont pu bénéficier de ces séquençages. Et donc, on a pu, au moment où le larotrectinib est arrivé, on s'est dit, mais n'a-t-on pas des enfants pour lesquels on a fait ces séquençages et qui auraient cette anomalie NTRK? Et du coup, oui, il y a 6 enfants qu'on a pu repérer comme ça et du coup, leur donner ce médicament. Donc, ces séquençages, dans la médecine de précision, ça a changé la donne dans la prise en charge des enfants à la rechute, mais ça permet plein de choses aussi, comme là, quand on a une nouvelle molécule, se dire « Ah, mais est-ce qu'on n'a pas des enfants qui ont cette anomalie ?» Et ça va par la suite, et là, on se bat beaucoup là-dessus, être aussi beaucoup de données génomiques, immunologiques qu'on va pouvoir utiliser dans la recherche. Donc, c'est à la fois du soin et de la recherche. Concernant l'immunothérapie, professeur Dose, on sait que certains traitements donnent des résultats significatifs sur les cancers, certains cancers de l'adulte. Qu'en est-il pour les cancers de l'enfant? Alors, si on prend les immunothérapies les plus largement développées dans les dernières années en cancérologie de l'adulte et qui sont maintenant utilisées en fait en pratique courante dans bien des cancers, du poumon, du côlon ou d'autres pathologies, il s'agit de médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de checkpoint immunologiques et qui permettent de restaurer finalement les défenses de l'hôte contre les antigènes de sa propre tumeur. Il se trouve que cette classe de médicaments, en dehors de certaines pathologies comme la maladie de Hodgkin ou d'autres lymphomes, ou en dehors de contextes génétiques extrêmement rares où un nombre de mutations présent est très élevé au niveau des tumeurs, la plupart des tumeurs de l'enfant ont peu de mutations et de ce fait peu de néo-antigènes suscitant une réponse immunitaire et en tout cas la levée l'accès aux défenses tumorales de l'hôte par les inhibiteurs de checkpoint n'a pas du tout obtenu les mêmes résultats en cancérologie de l'adulte que chez l'enfant. Toutefois, ce n'est pas la fin de l'immunothérapie en pédiatrie et mes collègues chercheurs ici présents pourront l'illustrer par des nouvelles pistes et certainement d'autres immunothérapies seront à développer. Et on peut aussi citer une immunothérapie particulière qui a été pour la première fois en fait évaluée chez l'enfant dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, qui est l'utilisation des CAR T-cells, donc des cellules génétiquement modifiées qui vont justement s'en prendre aux cellules tumorales et qui ont été une vraie révolution thérapeutique dans une pathologie que nous ne traitons pas à l'Institut Curie, mais qui est le plus fréquent des cancers de l'enfant, qui est la leucémie aiguë lymphoblastique.
Merci, professeur Dose. Docteur Gudrun Schleiermacher, vous êtes responsable de l'équipe de recherche translationnelle de l'Institut Curie. L'association Hubert Gouin Enfance et Cancer d'Anne Gouin est avec vous. Vous a apporté, Anne Gouin a apporté un soutien déterminant sur un projet mené par le docteur Schleiermacher. Il s'agit du projet Mikado. Pourquoi un soutien déterminant, Anne Gouin? Il s'agissait, dans le cas de tumeurs de haut risque, justement, de mieux comprendre et surtout de faire des séquençages afin de pouvoir donner à ces enfants. Alors, on va peut-être laisser au docteur Schleiermacher les explications scientifiques. Non, ce que je voulais savoir, c'est en quoi votre soutien, le soutien de votre association, et d'ailleurs avec celui aussi de l'association Imagine for Margot, a été déterminant par rapport à cette étude. Bien, en préparant cette table ronde, vous m'aviez expliqué que vous aviez permis de démarrer ce projet. Alors absolument. Au moment de ce projet, il y avait un certain montant qui devait permettre le démarrage de cette étude. Nous étions tout à fait favorables au projet Mikado qui effectivement amène de grandes connaissances sur les tumeurs de haut risque et nous avons financé à hauteur de 200 000 € le démarrage de ce projet qui est toujours en cours d'ailleurs, dont Gudrun pourra parler en détail. Elle va en parler, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déterminant parce que derrière, bien évidemment, il y a d'autres financements, il y a le financement d'institutions, mais pour permettre le lancement de ces travaux, le rôle de votre association et celui aussi d'Imagine for Margot a été très important. Tout à fait. Je pense que cette étude a démarré avec aussi le grand soutien d'Imagine for Margot, de notre association et d'autres financeurs, puisque c'est un projet de grande ampleur qui nécessitait plusieurs financements et qui est sur plusieurs années. Et pour qu'une étude démarre, souvent il y a des lourdeurs administratives qui retardent le démarrage de certains projets. Et un des objectifs de l'association, ça a toujours été de favoriser le développement de nouveaux projets novateurs et prometteurs. Voilà, c'est un des objectifs de l'association depuis de nombreuses années. Alors, docteur Gudrun Schleiermacher, ce projet Mikado, dont on a dit l'importance déjà un petit peu, quel en est le but et justement, qu'est-ce que cela permet? Bonjour et merci beaucoup surtout aux associations qui nous soutiennent pour ce projet important. On a entendu parler du fait qu'on s'intéresse à la biologie des cancers de l'enfant avec l'objectif en fait tout d'abord de pouvoir mieux définir certains types de cancers et d'autre part de pouvoir identifier des biomarqueurs, des altérations génétiques au sein des cellules tumorales qui permettront au mieux d'orienter certains traitements, notamment en situation de rechute, comme Patricia Blanc l'a souligné, pour orienter vers des traitements spécifiques. Maintenant, nous savons que ces altérations génétiques peuvent se modifier au fil du temps. Et bien évidemment, il n'est pas possible d'avoir accès à des prélèvements de tumeurs d'un enfant donné à des multiples reprises. Nous avons donc découvert et puis mis en place des technologies qui permettent d'étudier les altérations génétiques à partir d'une simple prise de sang. Et ce programme Mikado porte donc sur une meilleure étude, sur une étude détaillée des analyses de l'ADN provenant des cellules tumorales chez un enfant donné sur des prélèvements sanguins, une simple prise de sang sur un petit tube, comme on le fait pour une numération, pour pouvoir étudier d'une manière séquentielle ces altérations génétiques au fil du temps, notamment, comme Anne Gouin l'a souligné, pour des enfants atteints de cancer de haut risque. Et l'objectif sera justement de mieux comprendre comment évoluent ces altérations génétiques au fil du temps pour qu'on puisse dans l'avenir encore mieux adapter les traitements. On pense aujourd'hui qu'il faut des traitements plus évolutifs pour mieux combattre ces cancers de haut risque. Mais déjà, vos travaux ont bénéficié aux cliniciens.
Absolument. Donc, dans le cadre de Mikado, ce programme qui est d'ailleurs mis en place dans l'ensemble des centres de la Société française des cancers de l'enfant en France, on recrute des patients, bien sûr, si les parents et les enfants, si son âge sont d'accord, et on va effectuer des analyses tout d'abord avec un objectif de recherche. Mais dans certaines situations spécifiques, si le clinicien le juge utile ou nécessaire, une demande peut être formulée pour avoir un retour des résultats pour que ça puisse éventuellement orienter vers des traitements spécifiques, notamment en cas d'échec de traitement de première ligne. Sur les 350 patients déjà inclus dans ce programme, pour 60 patients environ, nous avons donc eu ce type de demande qui a été revue par notre comité de pilotage, accepté, et puis un rendu des résultats via les analyses des biologistes associés au programme a pu être effectué pour que ces résultats puissent trouver leur place dans les décisions thérapeutiques pour les enfants. Mais à terme, vous voulez que cette prise de sang, cet ADN circulant, il puisse servir dès le pronostic. Voilà, donc en fait, je pense qu'on pourra apprendre beaucoup de choses à partir de ces technologies. Tout d'abord, on pourra, comme je l'ai dit, je pense mieux adapter les traitements pour un enfant donné. Et ensuite, on travaille aussi sur la possibilité de prédire avec plus de précision l'évolution de la maladie et éventuellement même une rechute. On voudrait savoir si au niveau des prises de sang, on peut parfois trouver des traces des cellules tumorales et on mettra ces informations en face d'autres techniques, les investigations cliniques standards pour suivre des maladies, hein, l'imagerie, le scanner, l'IRM, etc. Donc, l'objectif sera de mettre en face l'ensemble des technologies possibles pour suivre au mieux un enfant. Anne Gouin, vous avez également soutenu un autre programme mené par l'équipe du docteur Gudrun Steyer-Maher, c'est le programme ALK. Important parce qu'en plus, ça fait une continuité au niveau de l'Institut Curie, puisque c'est l'équipe du professeur Delattre qui avait mis en évidence cette altération. Absolument. Alors, ce projet a été porté par Isabelle Janouex et Gudrun Steyer-Maher depuis 2008. Et d'emblée, nous nous sommes associés à ce projet pendant au moins 6 ans et avec des grandes avancées qui nous conduisent aujourd'hui à des essais cliniques et à des médicaments inhibiteurs d'ALK qui sont le larotitinib ou le crizotinib. Et ça, c'est une illustration concrète de ce projet de recherche qui a démarré en 2008. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'années avant qu'on arrive finalement aux essais cliniques, mais c'est très encourageant de voir que cette altération d'ALK qui est responsable du neuroblastome, du développement du neuroblastome de certains enfants, mais aussi de certains cancers du poumon chez l'adulte, des années après, conduit à des médicaments qui vont pouvoir bloquer l'altération de ce gène. Docteur Steyer-Maher, par rapport à ces traitements aujourd'hui prometteurs par rapport à cette altération du gène ALK? Donc, je pense qu'il faut comprendre le mécanisme derrière, et c'est un exemple, comme il a été souligné par plusieurs de mes collègues déjà, d'une continuité entre la recherche fondamentale, ce qu'on peut appeler la recherche translationnelle, et puis les applications cliniques. Bien évidemment, suite à la découverte de la survenue des altérations dans ce gène, dans le neuroblastome, il fallait tout d'abord mieux comprendre le rôle dans l'oncogénèse. Pourquoi est-ce que l'altération de ce gène amène à ce cancer, le neuroblastome, pour ensuite mener des études qu'on va appeler plus translationnelles, définir la fréquence de ces altérations dans le neuroblastome et le rôle pronostique, c'est-à-dire est-ce que ça permet d'identifier des groupes d'enfants avec les mêmes caractéristiques qui pourront peut-être bénéficier de certains traitements, et puis, comme il a été dit, mettre en face des traitements spécifiques qui existent déjà, puisque des altérations dans ce gène sont
connues dans d'autres cancers de l'adulte. Il est important de souligner que les altérations génétiques de ce gène dans les cancers de l'adulte ne sont pas exactement les mêmes, d'où l'observation que les médicaments utilisés chez l'adulte, voilà, il a fallu passer à une deuxième voire troisième génération d'inhibiteurs pour trouver des molécules qui seront peut-être efficaces. Maintenant, ce qui nous réjouit vraiment beaucoup, c'est d'être arrivé à un stade clinique où non seulement il existe des études précoces pour évaluer l'efficacité de ces molécules pour des enfants qui sont en échec des traitements standards, mais il y a donc cette grande initiative de proposer ces traitements dès le premier diagnostic pour les enfants atteints d'un neuroblastome et pour lesquels on a découvert ces types d'altérations. Donc, cette initiative qui sera intégrée dans le grand protocole des neuroblastomes de haut risque promu par nos collègues à Gustave Roussy fera objet donc d'un nouveau bras de traitement pour les 10 ou 15% d'enfants pour lesquels on peut mettre en évidence ces altérations. Et je voudrais souligner dans ce contexte que là encore, les recherches translationnelles seront extrêmement importantes par la suite pour bien sûr pouvoir comprendre le rôle de ce médicament quand on le propose en même temps que la chimiothérapie. Et là, de nouveau, les techniques d'ADN circulant sur les prises de sang pourront trouver leur place. Anne Gouin, on évoquait la nécessaire coopération pour la recherche clinique, pour les médecins, et la coopération aussi pour les associations. Patricia Blanc en parlait au niveau de cette coopération européenne qui a été mise en place. Et en France, vous êtes plusieurs associations à avoir constitué un collectif, le collectif Gravir. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de se regrouper à plusieurs associations pour porter d'une seule et même voix les préoccupations concernant la cancérologie pédiatrique et celle des jeunes adultes. Effectivement, dans ce collectif Gravir, il y a 13 organisations qui sont constituées de professionnels de santé, d'associations de patients et de parents, de fondations de recherche et de mouvements de sensibilisation citoyenne. Voilà ce qui regroupe le collectif Gravir. L'idée de ce collectif, c'est vraiment d'alerter l'opinion sur les différentes parties prenantes et l'urgence d'agir mieux et plus vite, ce dont a parlé tout à l'heure Patricia. Il faut également aussi toujours rechercher des solutions concrètes pour accompagner les familles et les professionnels de santé. Voilà. Autour du collectif, c'est vrai qu'on a toujours essayé de fédérer un maximum d'acteurs autour de ce collectif, et notamment le collectif a interpellé pas mal les parlementaires, le gouvernement sur la nécessité d'un soutien renforcé à la lutte contre les cancers pédiatriques. C'est ainsi que Patricia parlait tout à l'heure de la loi qui a été promulguée le 8 mars 2019, qui visait à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, mais aussi le soutien aux aidants et aussi la formation des professionnels, ainsi que le droit à l'oubli. Ça a été la promulgation de cette loi. Il y a ici également le gouvernement qui a été interpellé concernant la recherche et les budgets. 5 millions supplémentaires concernant la recherche fondamentale ont été attribués avec la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal. Et ça, c'était quand même une chose de grande importance. Le collectif Gravir aussi participe avec l'INCa, l'Institut national des cancers, à la task force, qui justement s'occupe de savoir où sont fléchés ces 5 millions d'euros à travers des projets scientifiques sur la mobilité des jeunes chercheurs, sur la structuration et l'analyse de données, dont on parlait tout à l'heure, et sur les causes et origines des cancers pédiatriques. Donc, il multiplie ses efforts, ce collectif, ensemble, multiplie ses efforts, effectivement, dans plusieurs directions pour arriver à faire reculer ces cancers de l'enfant. Anne Gouin, merci. Je m'adresse maintenant au docteur Franck Bourdeau, qui est Bonjour. pédiatre oncologue, bonjour, et qui est pédiatre oncologue et chercheur, qui, lui, est seul à intervenir parce que 3 associations seulement participent à cette plateforme, mais vous avez aussi le soutien des associations dans vos travaux de recherche, puisque tout à l'heure, on évoquait effectivement
le programme européen auquel participe Imagine for Margot, Fight Kids Cancer. Et votre programme a été retenu par rapport à l'utilisation de ces fonds, docteur Bourdeau. Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'interviens seul, mais j'ai des liens avec les autres associations qui sont intervenues avant. Et je mentionnerai par exemple la mobilité jeunes chercheurs, et j'ai bénéficié d'un soutien pour partir 1 an au Dana-Farber Cancer Institute à Boston avec l'association Ubergoin Enfance et Cancer. Et puis vous mentionnez ce grand appel d'offres européen, donc Fight Kid Cancer, qui a été l'occasion pour nous, autour des tumeurs rhabdoïdes, qui est l'essentiel de mon projet de recherche, de mobiliser des équipes en Europe qui n'attendaient que ça, en fait, pour mettre en place une collaboration, une répartition des tâches, dans l'objectif réellement de se mettre dans les conditions d'apporter des réponses assez pratiques. On est dans le cadre de la recherche translationnelle pour mettre en place des essais cliniques européens à assez court terme, mais également dans le même temps de se donner les moyens d'identifier les causes fondamentales des résistances de ces tumeurs au traitement qu'on souhaite investiguer. Des tumeurs qui touchent très peu d'enfants, mais qui présentent beaucoup de résistance au traitement. Alors, il s'agit de tumeurs qui sont effectivement rares, qui touchent des très jeunes enfants et qui ont la particularité d'avoir un génome extrêmement stable et très peu d'anomalies génétiques. Mais d'un autre côté, les anomalies génétiques qu'on y rencontre touchent des protéines qui organisent l'ADN et qui sont en fait des phénomènes qu'on observe dans près de 20% de l'ensemble des cancers. Donc on se dit que tous les efforts que l'on fait sur les tumeurs rhabdoïdes, qui sont vraiment l'objet de notre recherche et qui touchent essentiellement des enfants, auront potentiellement des implications non seulement pour les enfants qui sont atteints de ces tumeurs, mais au-delà pour la connaissance dans les cancers qui empruntent un peu un même mécanisme dans leur mode de développement. Alors, par quels moyens, puisque vous avez pu obtenir, constater des possibilités de progrès dans les traitements de ces tumeurs rhabdoïdes? Alors, on va faire une réponse aussi accessible que possible, mais il y a vraiment 2 pistes qui nous semblent intéressantes actuellement. D'une part, je mentionnais l'une des spécificités de ces tumeurs, c'est que le gène, presque l'unique gène qui dysfonctionne dans ces tumeurs, c'est un gène qui organise l'ADN. Et donc, il y a actuellement en investigation clinique et préclinique dans nos laboratoires des molécules d'une toute nouvelle classe qu'on appelle les épidrogues. Donc, ces molécules qui sont destinées probablement à devenir des médicaments pour, on l'espère, le plus grand nombre d'entre elles, mais qui tentent de réorganiser la structure de la chromatine, la structure de l'ADN. Donc ça, c'est vraiment une piste de recherche pour nous qui est réellement importante et qui fait l'objet du soutien de Fight Kid Cancers. Et puis, un autre axe de recherche qui était complètement inattendu, c'est l'immunothérapie, avec la mise en évidence dans certaines de ces tumeurs d'un infiltrat par le système immunitaire des enfants qui infiltre bien ces tumeurs, mais qui sont bloquées. Et tous nos efforts actuels sont d'essayer de comprendre à la fois ce qui bloque le système immunitaire dans sa réponse, mais aussi ce qui l'attire. Et en fait, dans une tumeur qui présente aussi peu d'anomalies par rapport à une cellule normale, qu'est-ce qui peut bien l'attirer? Et donc là, il y a pour nous quelques pistes préliminaires qui sont extrêmement intéressantes, mais sur lesquelles il faut que nous travaillions encore. Immunothérapie que vous pourriez stimuler, booster en quelque sorte par une autre stratégie de traitement? Alors, de fait, oui, plusieurs de nos projets de recherche en collaboration avec des équipes de l'Institut Curie d'une part et puis à l'international également, tentent bien, en fait de faire travailler ensemble ces approches thérapeutiques. Alors, j'ai parlé de ces épidrogues, donc de ces médicaments qui pourraient modifier la structure de l'ADN et qui peuvent en soi également avoir un effet synergique avec les immunothérapies. Et puis un tout autre projet qui est une approche d'irradiation complètement nouvelle. On se dit qu'en faisant en soumettant ces tumeurs à des doses d'irradiation définies pour cela, dans des modalités définies pour cela, on est aussi susceptible d'activer le système immunitaire, et c'est un autre projet de recherche actuellement en collaboration en particulier avec le laboratoire d'Eliane Piaggio à l'Institut Curie et de Celio Pupono à l'Institut Curie de Orsay. Et vous travaillez également sur les prédispositions génétiques. Alors là, c'est un des grands pans de recherche absolument. Ouais. Pour l'instant, on considère que de 8 à 10% des cancers de l'enfant sont de prédisposition génétique.
Oui, c'est ça. Alors, cet axe de recherche est très en lien avec les programmes de type MAPIACT ou Mikado qui ont été présentés auparavant. Le fait que l'on séquence de plus en plus les tumeurs des enfants nous a amené dans les 5 dernières années à découvrir qu'en réalité, beaucoup de ces cancers se développent en raison d'une prédisposition génétique qui n'est pas toujours familiale, qui peut assez souvent être vraiment initiée chez l'enfant porteur de la maladie et qui est parfois également familiale. Et donc tous ces séquençages qui ont été générés ces dernières années et qui vont avoir tendance à se généraliser, eh bien, vont nous mettre dans une position où on va identifier de plus en plus de prédispositions génétiques, pour certaines bien connues, avec des recommandations de surveillance qui pourront être données dans un cadre bien défini pour les familles, mais pour d'autres, des prédispositions mal connues, pour lesquelles aujourd'hui on ne sait pas très bien quelles sont les recommandations à donner. Il y a un vrai travail de recherche clinique de ce point de vue-là, en collaboration avec les familles, essayer de leur donner une information la plus appropriée en fonction de risques réels et tout en tenant compte des conséquences psychologiques éventuelles. Et puis enfin, des gènes de prédisposition qui sont aujourd'hui complètement ignorés et qu'il reste à découvrir. Et ces grands programmes de séquençage vont amener très certainement à découvrir que 8 à 10%, c'est assez probablement un chiffre minoré aujourd'hui. Donc, on aura bien d'autres sujets de discussion lors de prochaines plateformes, effectivement, pour évoquer ces nouveaux progrès dans la compréhension des mécanismes du cancer et également des nouveaux traitements. Peut-être un mot de conclusion, professeur Delattre, à tous ces travaux qu'on a évoqués et tous ces programmes qui permettent d'espérer effectivement de pouvoir peu à peu et parce que c'est toujours un temps long pour les familles, pour les malades, mais d'avancer dans le traitement des cancers de l'enfant. Oui, merci. Je pense pour ma part qu'on est dans une époque assez formidable dans ces travaux de recherche sur les cancers de l'enfant, parce que les travaux qui ont été soulignés par plusieurs des interlocuteurs aujourd'hui, qui ont identifié des altérations génétiques, ALK, SMARC1, le gène dont parlait Franck, et d'autres, commencent à arriver à une maturité qui fait que ces résultats fondamentaux arrivent maintenant au lit du patient, au lit de l'enfant. Alors, il reste beaucoup de travail. Il reste encore, on l'a entendu, beaucoup d'études à faire pour bien comprendre les choses. Mais je dirais, il y a des pistes qui se sont mises en place ces dernières années qui sont enthousiasmantes, je pense, pour ces traitements. Il nous reste beaucoup d'efforts à faire. Il nous faut beaucoup de soutien. Et alors là, je remercie vraiment du fond du cœur les associations qui nous soutiennent de longue date, avec beaucoup de fidélité et qui manifestent un grand intérêt dans nos travaux. Et les discussions qu'on peut avoir avec elles sont absolument majeures. Et vraiment, j'espère, Patricia en parlait, que le plan décennal qui a été lancé récemment, que le plan européen qui fait aussi une part importante aux travaux sur les cancers pédiatriques vont aussi nous fournir des moyens d'avancer, parce que je dirais on a vraiment les bases maintenant d'un point de vue scientifique pour pouvoir avancer. Ce serait ma conclusion. Pour pouvoir marquer de nouvelles étapes décisives. Voilà. Merci de ce beau message d'espoir. Pour prolonger nos débats, je voudrais vous donner 2 éléments et pour prolonger ces débats autour des partenariats entre les associations et les chercheurs, je voudrais vous inciter à aller regarder le podcast sur le CIREDO sur le site de Curie, et puis également à vous rappeler que lundi, ce sera la journée internationale des cancers de l'enfant, et vous pouvez donc faire des dons aux associations, des dons pour soutenir la recherche, pour soutenir aussi la vie des enfants à l'hôpital. Merci à tous pour avoir contribué, je l'espère, à informer celles et ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.